Arline Gojal-Kempler, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Vous avez accepté de nous livrer aujourd'hui votre regard, votre vision sur les grands enjeux de la ville de demain, dans le cadre du baromètre Arthur Lloyd. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire qui est Foncière INEA, sa raison d'être? Alors, Arline Gojal-Kempler, je suis directeur général délégué de Foncière INEA. Foncière INEA est une SIC, donc elle est cotée en bourse. Elle a été créée en 2005 avec 3 personnes, dont je fais partie. Quel est le patrimoine de Foncière INEA, sa répartition géographique, et qu'est-ce qui vous distingue fortement des autres foncières? Le patrimoine de Foncière INEA est composé de 75 sites, 130 immeubles. 80% de son patrimoine est réparti sur la France. Nous avons une filiale qui s'appelle FlexPark, qui lui est concentrée sur les actifs de logistique urbain. Et donc nous nous trouvons là, en revanche, en région parisienne. Nous sommes en fait 9 personnes pour gérer ce portefeuille, pour le constituer. Je pense que le mot-clé, c'est la réactivité et le pragmatisme. Comment est née votre conviction sur les marchés de bureaux en région et plus largement, quel est votre regard sur l'évolution et l'attractivité des métropoles régionales ces 10 ou 20 dernières années? Notre stratégie a été mise en place à notre création, donc en 2005-2006. Nous n'avons pas varié depuis. La stratégie d'investissement est restée fidèle à ses débuts, c'est-à-dire des bureaux neufs en région. Nous avons, au début de notre vie, offert à nos actionnaires à la fois rendement, et je vous rappelle qu'il y a 20 ans, le rendement en région était de 8,5%, et nous avons également offert liquidité, liquidité étant dans la taille unitaire des actifs que nous achetions, qui étaient en corrélation avec les marchés régionaux. Un regard particulier sur l'essor ou l'évolution des métropoles régionales depuis... Je vais essayer d'illustrer avec quelque chose d'assez simple. En fait, quand on a débuté, une grande ville avait un take-up d'environ 100 000 m². Aujourd'hui, vous voyez bien les chiffres qui commencent à se concrétiser sur cette année. Lille va être environ à 300 000 de take-up, Lyon très proche, et beaucoup de villes qui étaient plus modestes de taille ont atteint les 100 000 m² aujourd'hui, que ce soit Montpellier, Nantes, Bordeaux doit être supérieur et Toulouse un petit peu supérieur aussi. Donc ça illustre cette évolution de marché qui, je ne pense pas, va revenir en arrière, puisque sociétalement, la France a changé. Et donc si on doit résumer, on pourrait parler d'un renforcement de la profondeur des marchés régionaux, qui est lié aussi à un essor économique peut-être? Alors, quand nous avons débuté, il y avait une certaine condescendance par rapport à ce qu'on allait faire. Je crois que j'ai des souvenirs de « Ah oui, tu pars en province ». Aujourd'hui, vraiment, je me félicite de cette stratégie d'investissement en région, puisque sur ces années passées, nous voyons bien la profondeur de ces marchés régionaux, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on va, au niveau take-up, être presque à l'égalité avec l'Île-de-France. C'est quand même incroyable. Et au niveau investissement, on est à peu près, je pense à peu près à quart de l'investissement de la France en région. C'est un marché qui est devenu tout à fait majeur et qui peut-être est moins à coût que nous allons trouver dans les marchés d'Île-de-France. Et je crois que c'est un marché vraiment qui a trouvé sa maturité. Où les loyers sont 3, 4, 5 fois inférieurs. On va être quoi? À 200 € le m² pour des immeubles neufs, offrant toutes les prestations d'un immeuble répondent aux normes environnementales. Vous venez de le souligner, les métropoles régionales se sont fortement développées. Vous parlez de take-up, de demandes placées en bureau notamment. Dans ces dernières éditions, le baromètre Arthur Lloyd a démontré que les périphéries des grandes villes et le périurbain étaient les espaces où la population avait le plus augmenté depuis 20 ans. C'est une évolution majeure du mode de vie des Français,
qui parfois ne peuvent plus se loger ou ne veulent plus tout simplement se loger dans les centres-villes. Quelle est votre lecture du débat actuel, parfois un peu passionné en France, sur l'étalement urbain? Et d'ailleurs, le patrimoine de Foncière INEA est-il localisé dans les quartiers d'affaires régionaux ou davantage en périphérie des grandes villes? D'abord, quelques villes n'ont pas de centre-ville adapté à une implantation de centres de bureaux concentrés. Ce sera peut-être le cas de Toulouse, par exemple. D'autres villes en région n'ont pas forcément des centres qui permettraient de dire c'est le centre d'affaires de la ville. Donc nous sommes en région à la fois en centre quand on peut l'être, mais également dans toute cette périphérie qui s'est établie autour des villes. D'une certaine manière, vos investissements en périphérie de ces villes viennent un peu accompagner aussi l'évolution des modes de vie des Français qui sont de plus en plus nombreux à vivre aux abords des villes et pas forcément dans les villes. Quand je suis arrivé en France il y a bien longtemps, on quittait sa province et on montait à Paris pour faire sa carrière. Aujourd'hui, vous voyez bien ce changement sociétal vraiment important. Vous voyez, à partir de 30 ans, premier enfant, on s'établit en couple et on cherche autre chose. On cherche une qualité de vie et cette qualité de vie va rejoindre votre propos de tout à l'heure, cette augmentation d'une population jeune et active et non pas des retraités qu'on va retrouver dans beaucoup de villes. Alors bien sûr, on ne va pas forcément dans des villes qui n'offrent pas des prestations. Ces prestations sont une vie culturelle, souvent un climat sympathique, pour ne pas dire ensoleillé, je ne vais pas le dire, mais on va chercher quand même la vie dans ces villes métropoles. Et quand on les trouve, eh bien, les deux personnes peuvent travailler, ils vont avoir une vie moins chère, c'est un de vos propos, en vivant en région. Voilà, c'est ça la grande différence qui a accompagné ce mouvement de maturation des bureaux en région. Regardez le dynamisme de Nantes, de Bordeaux, de Toulouse. Je mets en-delà Lille et Lyon, qui étaient déjà des villes très dynamiques sur ce plan-là. C'est quand même la ligne TGV qui accompagne ces villes. C'est vraiment, vraiment important. Quand j'ai débuté, mon première acquisition était à Metz. Je pense qu'il y avait un avion à 6h30 du matin et il n'y avait pas d'avion de retour avant le soir. Aujourd'hui, vous êtes à Metz en 1h30. C'est incroyable. Strasbourg, pareil. Donc cet accompagnement de lignes à haute vitesse, plus bien entendu toute la connectivité d'Internet et tous les outils qu'on a découverts lors du Covid, permettent également ce mouvement de décentralisation en fait en région. Arline Goldschön-Kempler, votre stratégie d'investissement, c'est principalement centré sur les grandes métropoles régionales. Vous venez d'en citer quelques-unes, Lyon, Bordeaux, Lille, Nantes, Grenoble, Nice. Pourriez-vous envisager ces prochaines années de viser des marchés, on va dire, secondaires, métropoles intermédiaires, voire villes moyennes? Quels critères d'investissement liés à la localisation et au marché scrutez-vous particulièrement? À nos débuts, nous avons investi également dans des villes de taille moyenne. Tours, Orléans, Rouen, Metz, Nancy. Après la dernière crise de 2008, moi j'ai trouvé que ces villes avaient vraiment souffert. Alors aujourd'hui, post-Covid, mon regard est un peu différent. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité pour que ces villes retrouvent un renouveau? C'est possible. Nous allons continuer d'acquérir en VFA, qui est vraiment la base de notre stratégie, acheter des immeubles neufs en VFA en région. Ça, j'ai un peu levé le pied sur cela dans le tertiaire. Je regarderai des choses qui sont effectivement sécurisées pour qu'on puisse passer un peu les mois qu'on nous annonce comme difficiles. En revanche, nous avons continué de prendre position en VFA sur les parcs de logistique urbains en se disant qu'on connaît bien ces marchés de région et qu'on aimerait reproduire ce qui est en train de se passer en région parisienne sur cette classe d'actifs. Et ça me fait un peu penser au renouveau des plateformes logistiques de fin des années 90. C'est un marché qui a complètement
a été retourné. J'ai un souvenir d'avoir acheté en 2000, enfin fin 90, les premières plateformes logistiques neuves pour un taux de 15%. Vous voyez donc aujourd'hui où se trouvent les taux sur ces plateformes logistiques. Et je pense qu'il y a un renouveau à faire également pour les locaux d'activité pour que ces actifs-là répondent également aux exigences environnementales, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Parler d'environnement justement, avec l'urgence climatique et évidemment la guerre en Ukraine, l'heure est à la sobriété énergétique. Tous les investisseurs de la place, ou presque, sont en train de prendre le virage de l'immobilier durable. Les CAPEX sont parfois très importants pour assurer la transition énergétique, le verdissement du parc. Chez Foncière INEA, cette conviction de la valeur verte, la valeur durable des actifs ne date pas d'hier. Quelle serait votre définition d'un immeuble responsable et durable et quels sont les résultats concrets de votre stratégie sur ce volet ? Tout d'abord, effectivement, je pense qu'on a été assez avant-gardiste par rapport à notre patrimoine. On bénéficie d'un patrimoine assez récent. La moyenne d'âge de notre patrimoine est de 7 ans. Nos premières acquisitions étaient déjà aux normes de la réglementation thermique de 2005. Donc on a continué à suivre ces normes et nous sommes déjà à 95% de notre patrimoine aux normes du décret de 2030. Donc nous n'envisageons pas de CAPEX important sur notre patrimoine dû à sa qualité. D'autre part, depuis, je crois, 3 ans déjà, tous nos immeubles sont équipés de capteurs fluides et d'eau. Donc ça nous permet d'avoir vraiment un regard réel de la consommation des immeubles. Et la preuve de tout ça, c'est que nous avons accès à un financement green qui va prendre, je crois, une grande importance dans les années à venir pour le financement immobilier. Nous y sommes déjà. Nous avons commencé avec un green bond il y a 3 ans, suivi de financements green qui sont mis en place par les banques, pour finir par une forme d'empreinte aujourd'hui qui, si vous atteignez les objectifs définis au départ, vous permet d'améliorer votre taux d'emprunt et de réinjecter de l'argent dans la reforestation. Et nous avons choisi une optique pour la reforestation en France. Oui, c'est une compensation finalement. Oui. Pour les Sustainable Link Loan, ça s'appelle, un SLL. Donc ça, c'est en place. C'est la preuve que nous avons passé les contrôles de ceux qui prêtent par rapport à notre portefeuille qui, je pense, est probablement le patrimoine en région le plus vert de France. Très intéressant, avec des immeubles réellement labellisés, sans doute. Tous nos immeubles sont labellisés. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que Foncière INEA possède plus d'immeubles en structure bois massif en France, puisque nous avons, je crois, une vingtaine d'immeubles. Le premier avait été acheté en 2010. Donc ces immeubles ne sont pas des choses que nous allons faire demain, ce sont des immeubles qui sont exploités. Je crois que la première livraison était 2012 pour 8000 m² à Aix. Et je peux vous dire que mes premières acquisitions en bois, je crois que les gens me prenaient pour une folle totale. Hein. Le bois brûle. Et en fait, nous, on a un recul sur ces bâtiments qui ont une très belle performance thermique et qui n'ont aucun problème par rapport au feu particulier. Il y a un confort d'utilisation, paraît-il aussi. Bien sûr. En France, on pourrait dire que la pratique du télétravail est née réellement pendant la pandémie de Covid. Constatez-vous aujourd'hui une évolution des besoins immobiliers des entreprises consommatrices de bureaux? Que répondez-vous aux utilisateurs qui voient aujourd'hui dans la réduction de leur empreinte immobilière un levier important de réduction de leur empreinte carbone? Je pense que les gens travaillaient en nomade avant. Bien sûr, lors du Covid, le lockdown, nous avons été accompagnés de toutes ces plateformes qui permettaient de faire des conférences à distance et une formalisation des heures de travail et des heures de télétravail. Très bien. Je regarderai avec horreur une société où nous restons tous chez nous
à regarder les écrans. Vous avez, comme moi, lu les articles au début du Covid. Il n'y aura plus de bureau, on va tous être chez soi. Écoutez, je pense que c'était 1000 fois trop radical. Il y a des entreprises d'ailleurs, me semble-t-il, qui ont essayé de mettre cela en place et qui ont fait marche arrière avec le temps. Et c'est une très bonne chose parce que je pense que le bureau permet sociétalement d'avoir des liens sociaux qui ont d'une certaine importance. On parle avec l'être humain, il y a une spontanéité, une créativité, un soutien même. Vous pouvez arriver au bureau avec un cafard, rencontrer vos collègues, prendre un café et ressortir. Le bureau a un rôle sociétal et de dire qu'on va compenser son carbon imprint en restant chacun à la maison est, me semble-t-il, un peu court de réflexion. Le baromètre Arthur Lloyd fait le constat cette année d'une forte progression des projets d'investissement des entreprises dans les filières développement durable. On parle ici de gigafactories, de centres de R&D, d'usines du futur, de nouvelles industries, nouvelles filières industrielles pour la transition énergétique. Cela va nécessiter une modernisation du parc dans l'immobilier industriel, on en parlait tout à l'heure, pour répondre justement à ces nouveaux besoins. Avez-vous des ambitions particulières sur cette classe d'actifs? Justement, dans FlexPark, je vous l'avais dit tout à l'heure, nous avons continué les acquisitions VEFA sur cette typologie. Cette typologie est souvent labellisée, équipée de toitures photovoltaïques et également une chose qui va être assez nouveau dans ce domaine, la construction en étage. Nous avons pris position à Lyon, à Toulouse, il y a une autre acquisition en cours pour cette classe d'actifs. Et donc il y a peut-être aussi des besoins nouveaux qui vont s'exprimer de la part du monde économique, des entreprises, un mouvement massif peut-être de renouvellement du parc dans l'immobilier industriel, et puis peut-être des ambitions oui. sur cette classe d'actifs, toujours en conservant votre équilibre entre bureaux et industriels. Nous n'irons pas vers les entrepôts logistiques. Nous avons, je pense, loupé la coche, puisqu'à l'époque, à nos débuts, c'était des plateformes déjà de 40 000 m². C'est beaucoup trop important pour notre business model à l'époque. Aujourd'hui, nous pourrions le faire, mais je pense qu'aux taux qui sont offerts, c'est un peu tard. Donc on va se concentrer sur cet actif et le renouvellement de cet actif des parcs de urban logistique. N'oubliez pas, il y a beaucoup de villes qui vont, dans les années à venir, pas permettre un accès au centre-ville pour les livraisons. Donc nous visons effectivement des implantations qui sont proches des centres-villes et qui permettent le dernier kilomètre avec des véhicules clean. L'environnement macroéconomique et monétaire s'est dégradé depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Le durcissement actuel sur le marché de l'investissement est-il de nature à remettre en cause votre stratégie? Je pense que la correction est déjà là pour l'Île-de-France. Je ne suis pas certaine qu'elle arrive à grands pas en région, ou de toute façon, notre portefeuille à un niveau, je crois, notre taux moyen doit être proche de 6%. Donc s'il y a une correction de 0,50, ça ne va pas m'inquiéter outre mesure. Donc on va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va lever le pied un peu sur les VEFA dans les mois à venir. Nous avons de quoi faire et nous allons continuer l'acquisition en VEFA sur les locaux d'activité. Et une gestion dynamique du patrimoine en fonction des préoccupations peut-être des locataires, des utilisateurs et de leur exposition au cycle économique aussi. Les locataires chez Foncier Enea bénéficient déjà de loyers assez économiques, 200, j'ai même pas 250 €, je crois pas. Donc ça, c'est une première chose. Au niveau des charges également, des charges extrêmement économiques. Les immeubles sont récents, ils sont équipés de capteurs qui permettent de contrôler la consommation. Nous allons faire un essai cette année, je crois sur 6 immeubles. Nous allons, nous, essayer d'implanter des toitures en photovoltaïque pour essayer d'améliorer l'existence de certains de nos immeubles en patrimoine. Parler des charges, c'est un point particulièrement important aujourd'hui avec l'explosion des coûts énergétiques, puisqu'on commence à voir dans certains cas, sur des immeubles vétustes, une multiplication par 3, voire par 5 des charges d'exploitation d'un immeuble. Donc ça renforce peut-être encore plus votre positionnement sur
des immeubles vertueux d'un point de vue énergétique, environnemental. Je pense qu'effectivement, ça va être le grand changement dans les mois à venir. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces immeubles qui vont peut-être coûter beaucoup trop cher en CAPEX pour les transformer et les rendre viables. Ça va être le grand challenge du marché immobilier et les acteurs de ce marché dans les années à venir. Et c'est sûrement de nature du coup à renforcer la valeur des immeubles qui, eux sont déjà économes, sont déjà sobres. Peut-être une polarisation renforcée du marché entre des immeubles, on va dire, vétustes, énergivores et des immeubles très sobres. On peut avoir deux regards. On peut avoir celui de l'investisseur propriétaire de ce patrimoine avec son obligation de CAPEX et de mettre à jour. Mais je pense dans les mois à venir, vous allez avoir un regard également de l'utilisateur qui, lui, va imposer beaucoup plus les normes environnementales sur les locaux qu'ils occupent. Je crois que ça va venir également. Ce n'est pas un très gros mouvement encore en région, sauf avec de très gros utilisateurs. Mais je crois que ça va être de plus en plus le cas dans les mois à venir. Oui. Pour conclure, retournons dans les territoires, si vous le voulez bien. Quel message souhaiterez-vous faire passer aux maires, aux élus, qui ne voient pas forcément tous d'un bon œil la construction de nouveaux immeubles, et en particulier de bureaux, dans leur ville? J'aurais voulu que vous me donniez un joker sur cette question. Parce que j'avais, en fait, et c'est très mal élevé, mais tant pis, je me lance, il me semble que c'est un président américain qui a dit « c'est l'économie stupide ». Si vous n'avez pas une ville qui permet de travailler, et pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer, donc travailler dans des immeubles offrant des prestations au goût du jour des utilisateurs, qu'est-ce que vous faites dans votre ville? On ne va pas devenir que des villes vitrines et musées, il faut que les villes vivent. Et si vous voulez que les villes vivent, il faut que vous puissiez donner des outils pour que les entreprises puissent y être. Je crois que sans cette histoire de dire on ne veut plus d'immeubles dans le centre-ville, on a vu cette attractivité pour les régions par rapport à ces changements de société. Maintenant, il faut que les personnes qui dirigent tout ça soient moins radicales, plus pragmatiques, et puis qu'il y a des discours. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Arline Golden-Kempler, merci d'avoir répondu à nos questions et sur les défis et les enjeux qui se posent pour les métropoles et les territoires. Je vous remercie pour votre écoute.